Marketing Sales. Nous nous proposons, le professeur Charles King et moi, de vous présenter brièvement un modèle d'affaires qui saura fonctionner à coup sûr pour vous. C'est ce modèle d'ailleurs qui m'a permis de mettre sur pied un commerce qui me vaut des revenus de plus de 25 millions de dollars, provenant de 24 pays différents. Rien de bien unique. Par contre, ce qu'il est, c'est le fait que j'y sois parvenu sans employés, compte client, compte fournisseur et inventaire. Quelqu'un me disait récemment, « C'est trop beau pour être vrai ». Je lui ai aussitôt répondu, « Est-ce une raison suffisante pour ne pas s'y intéresser? » « Probablement pas, m'a-t-il dit. Et il a étudié attentivement le modèle par la suite. Je vous invite à faire de même. L'autre jour, j'ai reçu par courriel un truc publicitaire. Nous faisons tout le travail et vous empochez 10 000 $ par semaine. Le professeur King et moi sommes conscients que nous vivons tous dans une société qui se nourrit de battage médiatique. Malheureusement, on accorde souvent peu d'importance au côté instructif des choses, parce que le même battage n'en dit rien. Nous espérons donc que vous saurez identifier un modèle d'affaires professionnel lorsqu'on vous en proposera un. Pendant que vous passez en revue l'information, soyez conscient des connaissances et de l'expérience d'affaires sur lesquelles elle est fondée. Outre la mise sur pied d'une entreprise de 25 millions de dollars que m'aura permise ce modèle d'affaires, le professeur King, détenteur d'un doctorat de la faculté d'administration de Harvard, enseigne le marketing et le modèle d'affaires que nous vous présentons à l'Université de l'Illinois, à Chicago. Mais en plus, il exploite un cabinet conseil important qui compte parmi ses clients quelques-unes des plus grandes compagnies au monde. Des compagnies comme la Croix-Bleue, General Electric, GM, l'Université Purdue, Sears Roebuck et compagnie, Texas Instruments, le département de l'énergie des États-Unis, Westinghouse et plus de 100 autres entreprises de taille moyenne. Tout d'abord, laissons le professeur King vous enseigner les points importants de tout commerce. Pour Tim et moi, il semblait important d'aborder, en premier lieu, les 4 principes d'affaires essentiels à toute stratégie de marketing réussie. Le premier de ces 4 principes est de pouvoir compter sur un énorme marché en croissance constante. Quelle importance aurait dans le monde actuel le fait d'être un expert dans la production de disques en vinyle? En fait, être plus ou moins l'expert de toute industrie en sérieux déclin compte pour bien peu. Chaque année, vous seriez contraint de travailler plus fort pour vous mériter les mêmes revenus. Ainsi, le premier principe exige de se concentrer sur des produits ou des services à forte demande et à demande croissante. Le deuxième principe est de compter sur des produits de consommation uniques. Votre produit n'est pas unique. Son prix et sa disponibilité sont alors des éléments essentiels. Qui vend au meilleur prix et quel est le point de vente le plus rapproché? Par contre, si votre produit est unique, le consommateur ne le trouvera nulle part ailleurs que chez vous. Sans unicité, vous devez compter sur une stratégie de rétention de votre clientèle. Quant à la question de consommation, si votre produit n'en est pas un, vous êtes sans emploi jusqu'à votre prochaine vente. En affaires, la réussite exige la vente continue de produits de consommation. Qu'il s'agisse d'un achat par téléphone ou sur le net, du renouvellement d'une carte de membre quelconque, de consommation d'électricité ou du réapprovisionnement de tel ou tel autre produit, ce sont ces paiements de commission répétés que vous désirez parce qu'ils sont susceptibles de se répéter plusieurs fois à la suite d'un effort initial. Merci, professeur King. Le troisième principe est celui du moment opportun, ou plutôt de tendance et de moment opportun. Il est très important pour votre bien-être financier que vous compreniez bien ce petit concept. Chaque cycle d'une économie compte des gens qui font de l'argent à cause des tendances et d'autres qui en perdent à cause des mêmes tendances. Comment alors faire preuve d'avant-gardisme face à de grandes tendances? En étudiant ce qui les crée. Actuellement, c'est la génération des baby-boomers qui crée les plus fortes tendances au monde. Il s'agit de personnes nées immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi donc, pendant 18 ans, soit entre 1946 et 1964, 1 milliard d'enfants sont nés, partout dans le monde. J'ai comparé l'ampleur du phénomène à un gros ballon qui se déplace dans un boyau d'arrosage. Quiconque est en mesure de prédire la direction que prendra le ballon est susceptible aussi de faire fortune.
En d'autres mots, si vous parvenez à prédire ce qui est susceptible d'intéresser 1 milliard de gens, vous ferez fortune. Voici quelques exemples historiques des habitudes d'achat des baby boomers. Quels sont les besoins et désirs d'1 milliard de bébés? De la nourriture pour bébés. En 1995, Gerber avait déjà vendu près de 2 milliards de contenants de nourriture. Ensuite, des souliers et des jouets. Buster Brown, Kinney, ainsi que Mattel et Hasbro se sont enrichis en vendant des produits destinés à ces jeunes consommateurs. Je pourrais continuer, mais je pense que vous avez saisi. Reportons-nous à l'époque où les premiers boomers atteignaient la mi-vingtaine et la trentaine, donc au milieu des années 70 et jusqu'au début des années 80. Ce fut l'époque du plus formidable boom immobilier de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'1 milliard de gens avaient besoin d'une maison. Maintenant que vous êtes au clair quant à la rentabilité des baby boomers, laissez-moi vous parler de l'autre côté de la médaille. Qu'est-il advenu du boom immobilier à la fin des années 80? La déconfiture totale. Pourquoi? Parce que la majorité des baby boomers avaient déjà acheté leur maison, et le marché immobilier est en baisse constante depuis ces années. C'est là la différence entre la mise sur pied d'une compagnie axée sur ce qui se passe devant le ballon plutôt qu'à l'arrière du ballon. Vous êtes à l'avant, une personne moyenne peut faire pas mal d'argent. Mais si votre marketing vise les consommateurs à l'arrière du ballon, vous devez d'être très bon, parce que seuls les plus forts et les plus talentueux y survivent. Quel que soit votre domaine d'affaires, c'est votre affaire d'identifier les types d'industries en croissance ou sur le point de l'être. Nous ne recommandons pas la fidélité à tel ou tel autre produit ou service parce que c'est ce que vous avez appris ou c'est ce que vous faites depuis longtemps. Qu'en est-il du ballon au cours des prochaines années? Nous avons devant nous 1 milliard de personnes âgées entre 43 et 61 ans. Arrêtons-nous à quelques-unes des tendances actuelles. La santé, c'est évident. Paraître plus jeune, les baby boomers n'aiment pas beaucoup les effets du vieillissement. La retraite, la sécurité et l'argent. L'efficacité. Les baby boomers ont toujours été des passionnés de technologie qui leur facilite les choses. Le 4e principe d'affaires est de faire travailler les autres afin de vous permettre d'en faire plus. Le monde actuel compte 3 situations principales propices aux gains financiers. Le travail pour quelqu'un d'autre, être à l'emploi de quelqu'un. Le travail professionnel, médecin, dentiste, avocat, comptable, ingénieur. Ou l'exploitation de sa propre entreprise. Les 2 premières situations exigent une formation académique quelconque, suivie du troc de votre connaissance et expertise en échange des dollars de quelqu'un d'autre. Le problème, sans expertise, vous ne faites pas d'argent. Le résultat, vous travaillez d'arrache-pied et sans arrêt. La réplique la plus souvent entendue est « Je suis trop occupé, je n'ai pas le temps ». Dans de tels cas, les gens font l'une de 2 choses. 1. Ils passent des heures devant la télé ou sur Internet, en espérant que le problème disparaîtra comme par magie. 2. Ils assument pleine responsabilité pour leur situation financière et commencent à s'informer sur ce qui crée de la richesse. Voici une donnée statistique alarmante. L'homme moyen de 65 ans avait plus d'argent dans son compte de banque à 18 ans qu'il en compte aujourd'hui. Ignorer un problème ne l'élimine donc pas. Qu'en est-il alors de l'exploitation de son propre commerce? Les 3/4 de tous les riches y doivent leur succès. Du point de vue statistique, ce chemin vers la richesse est le plus direct, parce que fondamentalement, il offre la possibilité d'embaucher d'autres gens, et pour vous, d'en faire davantage. Quel que soit le commerce, tôt ou tard, on manque de temps ou de talent, et essayer de tout faire soi-même, c'est impossible. Vous devez d'embaucher d'autres personnes pour être capable d'en faire plus. En faisant ainsi, les efforts des autres vous servent de levier. Vous pouvez accroître votre formation et ainsi espérer un meilleur salaire, mais la vraie richesse est hors d'atteinte sans faire appel à l'effet de levier. Explorons cela plus à fond. La richesse a 2 causes. 1. Les gens au travail et 2. L'argent au travail. Un exemple, un taux d'intérêt de 10% sur une somme de 5 millions de dollars vous accorderait environ 500 000 $ par année. Ainsi donc, que vous sortiez de votre lit le matin ou pas, votre investissement vous assurerait un revenu résiduel mensuel d'environ 41 000 $. Dans un tel cas, l'effet de levier est fonction de votre argent. Votre argent travaille pour vous. C'est le but visé. Mais comment une personne obtient-elle de l'argent qu'elle peut faire travailler? En ayant des gens au travail. Supposons que vous exploitiez un commerce qui ne compte qu'un seul employé, moi.
Je travaille 8 heures le lundi, comme vous le faites. Voici ce qui se passe. Vous êtes payé pour 16 heures de travail, parce que vous profitez d'une partie de ma productivité. Mes efforts constituent pour vous un levier, parce que je suis votre employé. Ainsi donc, en théorie, plus votre entreprise comptera d'employés, plus vous pourrez profiter de l'effet de levier. C'est ça, les gens au travail. Toutefois, soyons un peu plus réalistes. Avez-vous déjà eu des employés? Oui? En théorie, l'embauche d'employés semble une excellente façon de profiter de l'effet de levier. Mais dans la pratique, ce n'est pas aussi simple. Pourquoi? Simplement parce qu'aucun employé ne mettra autant d'ardeur que vous au travail. Ce n'est pas sa compagnie. De façon générale, les employés affichent la mentalité du locataire plutôt que celle du propriétaire. Quels soins accordez-vous à une voiture en location? Si vous y déversez un peu de boisson gazeuse, vous arrêtez-vous pour nettoyer à fond la moquette? J'ai entendu dire, un employé, et vous avez un mal de tête. 100 employés, et vous avez une garderie pour adultes. Pour parvenir à profiter du véritable effet de levier, résultat des efforts d'employés au travail, et de pouvoir en faire plus, vous devez créer une situation où l'un a autant à gagner que l'autre. C'est la seule façon de faire. L'industrie de l'immobilier offre quelque chose qui s'y apparente. Disons que je suis un courtier en immobilier, que j'embauche un agent appelé Robert et que ce dernier vend un immeuble. Il empoche 3% du prix de vente de l'immeuble et je fais de même. Pourquoi en est-il ainsi? Après tout, c'est Robert qui a effectué la vente. Parce que moi, le courtier, j'ai payé la publicité, j'ai formé mon agent, Robert, il s'agit de mon bureau, et j'ai encouru tous les risques. J'ai fait beaucoup de choses. Comme courtier, cet argent, je me le suis mérité. Mais Robert n'est pas mon employé. Il est plutôt un agent qui travaille à son propre compte. Il y va de l'intérêt de tout agent de gagner plus d'argent. C'est bien différent de l'employé. Si le courtier veut faire plus d'argent, il lui suffit d'embaucher et de former plus d'agents. Mon point est le suivant. Le courtier et l'agent ont autant à gagner l'un que l'autre de la vente d'un immeuble, ce qui constitue une sorte d'effet de levier pour le courtier. Le courtier compte des gens au travail, mais non des employés. Des agents, c'est beaucoup mieux que des employés. Cependant, cette structure pose tout de même un problème. Peut-être l'avez-vous déjà relevé. Le courtier peut avoir plusieurs agents. Les agents, non. Le courtier peut profiter de l'effet de levier, mais pas l'agent. Et cela cause des conflits, jusqu'au jour où l'agent fait ce que la plupart des courtiers redoutent. Qu'est-ce qui risque de se passer si moi, le courtier, je parviens à faire de Robert un excellent agent? Qu'est-ce qu'il désirera faire dans quelques années? Couper les liens et voler de ses propres ailes comme courtier. Est-ce une bonne chose pour moi? Bien sûr que non. J'en subirai 2 conséquences. Je perdrai une source de revenus et, pire encore, Robert serait dorénavant mon compétiteur. Qui aura formé ce nouveau compétiteur? Moi. Il sait donc tout de ma façon d'exploiter mon entreprise, incluant tout ce que je fais de bien. Et c'est comme ça dans presque toutes les industries. Connaissez-vous l'expression « j'y travaille le temps d'acquérir de l'expérience » ? Ça signifie quoi? Je vais dérober mon employeur de ses connaissances et en profiter pour l'appliquer à ma propre entreprise. Si vous êtes propriétaire d'entreprise, combien d'employés que vous aviez formés ne sont plus à votre emploi? Combien se sont transformés en compétiteurs? Il y a pire encore. Supposons que Robert, devenu courtier, a installé son commerce sur la même rue que la vôtre. Que fera-t-il maintenant? Il embauchera ses propres agents. Vous êtes d'accord? Et supposons que l'un d'eux s'appelle Jean, et que lui aussi désire son propre bureau de courtage. Jean devient un compétiteur que j'ai indirectement formé, et Robert, un compétiteur que j'ai directement formé. Et ça continue. Moi, le courtier, j'ai en réalité créé une chaîne de compétiteurs que j'ai formée. Est-ce que c'est une façon intelligente de croître son commerce? Absolument pas. Et si nous nous y prenions tout autrement? Supposons que moi, le courtier, j'encourage Robert à travailler comme courtier. C'était mon désir dès le départ. Essayer de freiner ses ambitions ou de lui cacher certaines de mes meilleures méthodes de marketing, c'est mal agir. La seule façon pour vous ou pour moi de retenir un leader est de lui assurer une opportunité de croissance identique à la nôtre.
Voilà pourquoi j'ai dit précédemment que la seule façon de jouir d'un véritable effet de levier est de compter sur une structure susceptible d'assurer à tous le même gain potentiel. Ainsi donc, dès le départ, je vais encourager Robert à travailler comme courtier. Et lorsque ce sera fait, il ne me désertera pas pour se transformer en compétiteur. Devenu courtier, Robert pourra dorénavant embaucher ses propres agents, comme je l'ai fait. Je vais continuer à me mériter un pourcentage sur les ventes effectuées par Robert et ses agents, bien que le pourcentage devrait être moindre. Et pourquoi pas? Je l'ai formé, j'ai encouru les risques, il s'est servi de mes bureaux, etc. Pourquoi vous et moi travaillerions-nous avec les agents de Robert? Parce qu'il est question de nos intérêts financiers. Plus les agents de Robert font de l'argent, plus nous en faisons. Plus Robert fait de l'argent, plus nous en faisons. Voilà notre incitatif constant à aider Robert et ses agents. Tout le monde y gagne. Certains me diront, « Un instant, n'est-ce pas une pyramide? » Et quelle opinion ont les gens d'une pyramide? Les gens installés tout au haut empochent tout l'argent, et les gens en dessous font tout le travail. N'est-ce pas là l'opinion des gens? Professeur King, pouvez-vous expliquer pourquoi il ne s'agit pas d'une pyramide, et pourquoi les gens assis au haut de celle-ci n'empochent pas nécessairement tout l'argent? Avant de le faire, j'aimerais préciser que les gens n'ont pas de problème avec la forme géométrique. Après tout, c'est celle d'une famille, d'un gouvernement et, pour l'architecte, il s'agit de la structure la plus solide au monde. Toute organisation, quel que soit le pays, compte une structure pyramidale. Alors la forme ne pose pas de problème. Alors qu'en est-il de la perception selon laquelle les gens installés au haut de la pyramide empochent tout l'argent? Voici l'exemple d'une compagnie typique. Au haut de la structure, on retrouve le chef de la direction. De façon générale, le président de l'entreprise gagne-t-il plus d'argent que ce dernier? Normalement, non. Qu'en est-il des subalternes du président? Les vice-présidents gagnent-ils plus d'argent que leur patron? Non. Que se passerait-il si c'était ainsi? Que se passerait-il? La confusion totale. Cette structure porte le nom de délégation. Pour quelle raison le président peut-il dire à un vice-président quoi faire? Le président fait plus d'argent. À chaque niveau descendant de la structure corporative, les gens font moins d'argent. On appelle cela une chaîne de commandement. Selon la structure corporative, les gens en haut de l'échelle empochent la majorité de l'argent et les gens au bas de l'échelle en font comparativement peu ou pas. Aucun des employés d'un échelon inférieur chez Kodak ne se verra accorder 25 millions de dollars d'augmentation de salaire en une année. En fait, aucun employé ne soumettrait une telle requête. Par contre, George Fisher, le chef de direction, peut le faire parce qu'il compte des gens au travail. Le chef de direction de toute compagnie jouit de l'effet de levier associé à la productivité de tous les employés de la société. L'injustice dans tout cela? Lui seul peut en profiter. Selon le modèle que nous proposons, plus intelligent selon nous, chacun de vous dispose de la même occasion de profiter de l'effet de levier, tel celui d'un chef de direction. Quel est le nom de cette structure? On l'appelle parfois marketing de réseau. Rappelez-vous ce qu'a dit Tim. La seule façon de jouir d'un véritable effet de levier est de créer une situation qui assure à tous le même gain potentiel. C'est ce que nous venons de décrire. Laissons Tim nous expliquer ce qui fait du marketing de réseau la structure la plus équitable qui soit. Dans la plupart des entreprises de marketing de réseau, tout le monde peut mettre sur pied une organisation qui compte un certain nombre de paliers. Chacun dans l'entreprise peut mettre sur pied le même nombre de paliers, peut-être 4 ou 6. Parfois, certaines compagnies peuvent payer un boni à l'infinitude lié à certaines activités. Mais en général, ça s'arrête à un certain degré de profondeur. Pour expliquer pourquoi le marketing de réseau constitue une structure équitable, laissez-moi utiliser l'exemple d'une organisation à 4 paliers. Si vous parvenez à mettre sur pied une organisation plus grosse que la mienne, plus de gens, ou plus productive, plus de ventes de produits, vous ferez plus d'argent que moi.
même si vous faites partie de mon organisation. Supposons que vous vous joigniez à mon organisation et que vous réussissiez à bâtir une organisation qui compte 4 paliers de profondeur. Puisque votre 4e palier est mon 5e, je n'en retire rien. En passant, dans une entreprise mature, la majorité de votre volume devrait parvenir de votre 4e palier, et parfois plus que les volumes combinés des paliers 1, 2 et 3. Mon organisation compte actuellement des gens qui font plus d'argent que je le fais. Ça, c'est équitable. N'est-ce pas normal? Peu importe la structure, la personne la plus productive ne devrait-elle pas être celle qui fait le plus d'argent? Bien sûr. Normalement, la rémunération est fonction d'un CV impressionnant ou d'années d'ancienneté. Quel rapport avec la productivité? Aucun. Si vous êtes la source de plus de profit pour une compagnie ou une organisation, vous méritez plus de profit que n'importe qui. Vous êtes d'accord? C'est ça le marketing de réseau. Professeur King, parlez-nous un peu des débuts de l'enseignement du marketing de réseau à l'Université de l'Illinois. En 1990, une récession économique majeure frappait les États-Unis et en particulier Chicago et le Midwest. Chaque semestre, des centaines de diplômés ne se trouvaient pas d'emploi. En plus, d'anciens étudiants qui avaient perdu le leur se présentaient à nous. Ils cherchaient de l'aide, mais on n'avait rien à leur offrir. Fort de mon expérience comme consultant dans le domaine des affaires, j'ai commencé à étudier des solutions de rechange en matière de carrière. J'ai commencé par étudier la mise sur pied de sa propre entreprise ou d'une entreprise maison, l'achat d'une franchise, le concept de la vente directe et, bien sûr, le marketing de réseau. J'étais très cynique et très sceptique quant à ce dernier. On n'enseigne pas le marketing de réseau à Harvard, donc j'en savais peu de choses. C'est alors qu'un de mes étudiants qui faisait partie de l'équipe me demanda d'expliquer pourquoi mon attitude était aussi négative. Je l'ai regardé et je lui ai dit « J'en sais assez pour savoir que je ne veux pas en savoir plus. » L'étudiant m'a alors répondu « Monsieur le professeur, si je vous offrais la même réponse à la même question sans l'appuyer de plus d'informations que vous le faites, vous me donneriez un gros F. » J'ai poursuivi en disant « Tu as tout à fait raison. Ma conclusion n'a aucun fondement. Je t'accorde un A. » Par la suite, nous avons fait des recherches à la bibliothèque, participé à des rencontres et pendant les 6 mois qui ont suivi, nous avons étudié minutieusement l'industrie du marketing de réseau. J'ai rendu visite à des compagnies de premier plan et tenu des discussions avec des leaders de l'industrie. Je me suis transformé en évangéliste. En 1990-91, nous avons commencé à enseigner le marketing de réseau à l'université. Et c'est un diplômé de la faculté d'administration de Harvard qui parle. Un vrai sceptique. Mais il a appris la vérité grâce à une étude minutieuse. Pourquoi des compagnies comme Microsoft, AT&T, Citibank, MCI, IBM, Toyota, Xerox, GM, General Electric, Oracle, Sun Microsystems, Coca-Cola et de nombreux autres vendraient-ils tous leurs produits ou services, ou certains d'entre eux, en utilisant le marketing de réseau? Ces grandes compagnies sont de forts témoins de la crédibilité et du succès de cette industrie. Ce n'est qu'au cours des dernières années que la majorité de ces compagnies ont adopté le marketing de réseau. Ça confirme ce qu'a dit le professeur King. Le marketing de réseau a atteint sa pleine maturité. C'est dorénavant une profession comme bien d'autres. Pourquoi est-ce une bonne décision d'affaires pour ces compagnies de distribuer leurs produits en utilisant le marketing de réseau? Réfléchissez aux étapes que doit franchir une compagnie, disons AT&T, pour offrir un nouveau téléphone cellulaire à sa clientèle. Publicité, télévision, journaux, revues, bannières publicitaires, panneaux publicitaires, envois postaux. À quel coût? Combien d'appareils a-t-elle vendu? Pas un seul encore. Ensuite, elle doit embaucher des employés pour le centre d'appel et assurer leur formation. À quel coût? D'énormes coûts. Combien d'appareils la compagnie a-t-elle vendu? Pas un seul encore. En contraste, considérons l'association entre AT&T et une compagnie de marketing de réseau. Il suffit pour cette dernière d'expédier un courriel à tous ses distributeurs et agents ou de les joindre au téléphone. Et voilà, presque instantanément, 50 000, 75 000, 100 000 appareils vendus. Et ensuite, tous les agents se mettent à enseigner à leurs agents comment vendre l'appareil. Quand AT&T dépense-t-elle de l'argent?
uniquement au moment de la vente d'un appareil. Voilà pourquoi tant de compagnies travaillent de pair avec les compagnies en marketing de réseau et pourquoi ce n'est que le début d'une tendance. Un dernier sujet, et selon nous, le plus important. Avez-vous déjà observé comment certaines personnes ne gagnent que 10 000 $ par année, alors que d'autres en gagnent 10 millions? Pourtant, tant pour les uns et les autres, les journées n'ont que 24 heures. Qu'est-ce que les gens du premier groupe ignorent de ce que savent ceux du deuxième groupe? Pensez-vous que les gens du deuxième groupe soient 1000 fois plus occupés? Il est important pour vous de comprendre la différence entre les deux groupes. Quand je pense à une situation où des gens ratent totalement l'occasion d'espérer s'amasser une certaine richesse, c'est dans la compréhension, ou le manque de compréhension, du rapport entre le temps et la productivité. La phrase que je m'apprête à partager avec vous est, selon moi, la raison principale qui explique pourquoi les gens ne réalisent jamais leurs rêves financiers. La voici. C'est plus facile de faire les choses moi-même. Ou, faire les choses moi-même, ça prend moins de temps. La raison pour laquelle les gens sont si occupés et manquent de temps, c'est qu'ils n'ont pas compris à quel point former les autres est un investissement puissant pour celui ou celle qui veut en faire plus. Les gens rejettent cette façon de faire parce que, normalement, dans le monde des affaires traditionnelles, ce n'est pas payant de transmettre à d'autres son expertise. Ces derniers en tireront avantage ou profit sans vous, mais dans le monde du marketing de réseau, vous êtes récompensé de façon exponentielle pour votre empressement à former les autres efficacement. De grâce, mémorisez l'énoncé suivant. La richesse est cachée aux yeux de ceux et celles qui tiennent à tout faire eux-mêmes. La richesse s'offre à ceux et celles qui savent patiemment former les autres. Supposons que vous avez un enfant de 4 ans dont les lacets de souliers sont défaits. 2 choix s'offrent à vous. Lacez vous-même les souliers de votre enfant, c'est plus rapide, ou lui enseigner comment faire. Oui, ça demande plus de temps, et votre enfant vous ignorera et exprimera de la frustration, mais soyez créatif. Demandez-lui de tenir un bout du lacet, par exemple. Persévérez pendant 1 heure, 1 journée, quelques semaines, et l'enfant essaiera de lasser ses souliers tout seul. Bien sûr, les premières fois, le nœud ne tiendra pas. Continuez à lui enseigner. En peu de temps, vous aurez devant vous un bout de chou pas mal fier. En plus, vous profiterez de l'effet de levier. Vous ne serez pas obligé de lasser les souliers de votre enfant 5 à 10 fois par jour. Laissez-moi ajouter ce qui compte le plus. C'est autant une leçon enseignée qu'une leçon apprise. Votre enfant apprendra à lasser ses souliers et vous apprendrez à lui enseigner. Quel est mon point? En prenant le temps de former les autres avec succès, vous êtes au bénéfice de l'effet de levier. On continue de lasser des souliers, mais ce n'est pas vous qui le faites. Pourquoi? Parce que vous avez investi votre temps dans la formation des autres, au lieu de le dépenser à faire les choses vous-même, parce que c'est plus rapide. C'est ce que les gens riches savent et mettent en pratique. Le marketing de réseau est le commerce le plus éthique que je connaisse. Pour dire vrai, lorsqu'il est appliqué correctement, il édifie les gens. Maintenant que vous comprenez, vous pouvez saisir pourquoi, pour moi, le marketing de réseau est synonyme de façon brillante de faire de l'argent. Dans cette industrie, vous enseignez aux autres à copier ce que vous faites, c'est-à-dire de trouver d'autres gens et de les former. À bien y penser, il s'agit de la multiplication de vos efforts, et non d'une simple duplication. C'est pour cette raison que je soutiens qu'au-delà de votre croissance spirituelle et de votre famille, rien de ce que vous pouvez faire ne vous accordera de plus grandes récompenses que d'investir votre temps dans le marketing de réseau. Voici un exemple. Mon organisation internationale compte 56 000 personnes. Si chacune d'elles travaillait 1 heure par année, je serais payé sur la base de 56 000 heures travaillées. Pour jouir des mêmes revenus, le bourreau de travail typique devrait travailler pendant 6 ans, 24 heures par jour. Je peux faire la même chose en 1 heure. Ce n'est pas juste. Vous avez bien raison. Ce qui ne l'est pas, c'est que jusqu'à aujourd'hui, vous et d'autres n'aviez rien compris de l'affaire. Mais maintenant que vous savez, la responsabilité vous revient. Ne pensez pas à des raisons pour lesquelles ce n'est pas pour vous. Vous êtes capable. Au début de ma carrière, j'ai travaillé pendant 10 ans comme technicien d'une escouade anti-bombe sous-marine pour la marine américaine. Ce furent 10 merveilleuses années. Cependant, je n'avais ni expérience en affaires, ni compétences en communication.
La marine a un vocabulaire qui ne fonctionne pas en affaires, nulle part en fait. Est-ce que ce fut difficile pour moi d'apprendre tout ce que le succès exigeait? Bien sûr, mais quoi que je fasse, j'y consacrerai toute mon énergie, comme vous le ferez sûrement. La différence, est-ce que ce que je fais me vaudra un revenu résiduel ou un revenu temporaire? La raison pour laquelle le professeur King et moi avons créé cet enregistrement audio est pour vous offrir des réponses claires et aussi pour vous présenter de façon claire la puissance de cette industrie. Nous connaissons des gens qui en arrachent, des gens malheureux quant à leur carrière. Ça ne devrait pas être comme cela. Nous voyons des gens qui désirent passer plus de temps en famille, des gens qui travaillent jusqu'à leur dernier souffle pour avancer, des gens qui vendent leur dignité à une compagnie, des gens qui déménagent dans des endroits où ils ne veulent pas vivre. Mais la pensée qui me chagrine le plus, c'est de voir la dernière victime de la réduction des effectifs qui enfile son complet pour distribuer son CV de porte à porte. Pourquoi ça me chagrine? Ce genre de personne n'a pas encore appris sa leçon. Il croit encore au mensonge de la fausse sécurité qu'offrent les compagnies. Ces gens n'ont pas encore appris que la sécurité d'emploi, on la trouve dans l'image du patron que reflète leur miroir. Récemment, je me suis retrouvé dans un restaurant avec des amis. L'un d'eux, détenteur de 2 maîtrises, cherche toujours un emploi. Et ça fait plus de 2 ans qu'il cherche d'un bout à l'autre du pays. Je lui ai demandé « As-tu pensé à bâtir ta propre entreprise ?» Sa réponse m'a renversé. « Tim, je suis du genre qui aime un chèque de paie régulier. J'aime savoir qui me paiera semaine après semaine. Je n'ai pas comme toi l'esprit d'un entrepreneur. Eh bien, j'ignore encore comment j'ai réussi à tenir le coup jusqu'à la fin du repas. Je n'avais certainement plus envie de manger. Les mâchoires m'ont tombé. Un chèque de paie régulier? Ça faisait plus de 2 ans qu'il n'en avait pas eu, et il continuait de croire en une sécurité d'emploi, garantie par quelqu'un d'autre. Qui est-ce qui continue de lui mentir? La différence entre le riche et les autres, c'est l'effet de levier. Vous en jouissez ou votre patron en jouit? Vous devez comprendre cela. Rien ne peut vous permettre d'en jouir d'une manière aussi éthique que le marketing de réseau. Le marketing de réseau est-il parfait? Bien sûr que non. Rien n'est parfait. Toute industrie compte ses bons et ses mauvais côtés. Pour la plupart des gens, le marketing de réseau compte plus de bons que n'importe quelle autre industrie. Devrez-vous travailler fort? Oui. Cela en vaut-il le coup? Absolument. Imaginez une vie libre de tout souci d'argent, ne jamais se réveiller au son du réveil matin, ni faire la queue dans les bouchons de circulation, prendre des vacances et rentrer à la maison quand bon vous semble. Le marketing de réseau, c'est tout cela. Le professeur King et moi tenons à vous remercier sincèrement pour le temps que vous avez consacré à l'écoute de cet enregistrement. Nous espérons qu'il aura été éducatif pour vous.